Alors ne parle-t-on qu'en parlant qu'avec les mots? Non, bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui vont héberger des personnes qui ne parlent pour l'instant pas du tout français. Des études ont montré que seulement 7% de la communication est constituée par les mots. 38% de la communication est vocale, donc il va y avoir le ton, les intonations, les inflexions de la voix, et 58% de la communication est visuelle, c'est-à-dire il va y avoir les expressions, les gestes, donc tout ce langage visuel dont on parle. Là, il est intéressant de se demander si il est basé sur des codes qui sont culturellement construits ou sur des codes universels. Là aussi, des études montrent que tout ce qui touche aux émotions primaires, à savoir la peur, la surprise, la joie, sont aisément reconnaissables sur les expressions du visage de l'autre, d'où qu'ils viennent. Par contre, certains codes, eux, sont culturellement construits. Je prendrai l'exemple du silence ou du regard. Si dans ma communication avec vous, je garde de longs temps de silence, vous allez penser que je ne suis pas très motivée par ce que vous êtes en train de me dire ou par notre relation. Et vous allez être mal à l'aise et vous allez sans doute essayer de combler ces silences en cherchant absolument des sujets de conversation. Par contre, dans d'autres cultures, notamment les cultures asiatiques, ce silence va être synonyme de respect, voire d'harmonie. Je me souviens encore de la tête d'un ami réfugié afghan qui, la première fois qu'il a vu un Français chercher ses mots et dire « c'est », sans même là marquer de silence, s'est demandé si la personne n'avait pas un problème psychologique. Il me disait en Iran, quand on se tait, c'est tout simplement qu'on cherche un mot, qu'on cherche son idée. Un autre code culturellement construit, par exemple, est la façon de regarder les personnes. Dans beaucoup de pays africains ou pays du Moyen-Orient, par exemple, il va être très mal vu de regarder certaines personnes droit dans les yeux, notamment selon la différence de sexe, bien sûr, mais aussi une personne plus âgée ou une personne que l'on considère comme ayant un statut social plus élevé. On va baisser le regard quand on s'adresse à elle, ou si on la regarde, ça va être des regards très courts, comme ça, des allers-retours. En France, si je vous parle sans vous regarder dans les yeux, vous allez le prendre comme un manque de franchise. Vous allez penser que je vous évite, que je suis évitante. Les mots peuvent être aussi source d'exclusion. Bien sûr, quand on ne maîtrise pas la langue, là, il s'agit d'une véritable barrière. Ensuite, quand on commence à la maîtriser, quand on la maîtrise de manière encore un peu académique, il n'est pas évident de s'immiscer dans une conversation. Cela demande à la personne en face de la patience pour que la personne étrangère prennent le temps de s'exprimer, trouvent le mot juste et ne puissent pas le communiquer de manière très fine ses ressentis, ses sentiments. Et la personne aussi qui apprend le français ne va pas pouvoir être totalement elle-même. Souvent, les personnes réfugiées ont l'impression qu'elles ne savent être que sérieuses, qu'elles sont perçues comme des personnes avec qui on ne peut pas chahuter, être dans une relation de proximité et d'humour. Il faut savoir qu'en France, on a très facilement recours à l'humour, notamment pour désamorcer certaines situations. Or, l'humour repose sur des références communes, une histoire commune que les personnes étrangères n'ont pas justement en commun avec nous. Donc, tâchons d'éviter l'humour. Ou alors, beaucoup d'accueillants nous témoignent qu'elles arrivent à rire avec les personnes qu'elles hébergent et qui maîtrisent très mal le français grâce à des situations visuelles assez cocasses. Et notamment qu'il peut leur arriver de regarder des films français qui reposent beaucoup sur des situations visuelles et que le rire de la personne étrangère va faire redécouvrir peut-être sa culture à la personne française et que la personne française va rire de situations dans lesquelles sans la personne étrangère, elle n'aurait pas du tout ri. Parlons à présent de la politesse et justement de ces petits mots comme le bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Très souvent en France, en tout cas, les étrangers perçoivent que nous disons nous en permanence merci. Et dans certaines cultures, on ne dit pas merci de cette façon-là, notamment dans les cultures où l'on cultive les relations à long terme et les relations de réciprocité. Et dire merci viendrait justement briser cette relation de réciprocité. Le merci va passer par un petit geste qui prouve que l'on a apprécié ce que l'on a fait pour l'autre ou ce que l'autre vous a donné.